on va passer à la deuxième table ronde de l'après-midi. Donc je vais appeler avec nous Bruno Quintard, Hélène Amieva, Jean-Dominique Journet et Anne Dehêtre. Donc là, vous avez les représentants des quatre associations. Oh là là, ouais. Excusez-moi. Il y a Anne et Jean-Do. Vous êtes à côté de monsieur. Excusez-moi, des quatre associations qui ont co-organisé le programme 2014-2017. Donc, ils vous exposeront les pistes de perspective. Et donc aussi feront le bilan du programme de formation 2014-2017. Donc, on va commencer par Bruno Quintard, qui est professeur en psychologie de la santé et président de la Société française de psychologie. Donc, vous allez exposer le rôle de la Société française dans le programme de formation des aidants. J'essaie de m'asseoir parce que c'est pas très compliqué. Vous voulez prendre peut-être parce que... Non, ça va aller. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement prendre succinctement la parole. Prenez le plus. Celui-ci peut-être. Vous m'entendez mieux là? Oui, voilà. La parole pour dire tout d'abord à quel point je suis heureux de participer aujourd'hui à ce colloque et d'y représenter la Société française de psychologie. Je suis actuellement le past président de cette société. Et lors du premier plan d'action missionné par la SNSA, effectivement, j'ai été président de cette société. Alors, en deux mots, la Société française de psychologie, c'est une société savante qui a été créée en 1901. Ses principales missions sont, bien sûr, d'une part, de défendre et de promouvoir la psychologie comme étant une science, et une science à part entière, et d'autre part, de diffuser les acquis de la recherche en psychologie, et ce, jusqu'au grand public. Mais la SFP a aussi comme autre mission importante et qui lui tienne à cœur d'impulser des collaborations transdisciplinaires et de soutenir de grandes causes nationales et également au niveau international. Et c'est notamment sur ces deux derniers points que la Société française de psychologie a été d'emblée, dès le premier plan d'action aphasie 2010-2012, partie prenante de cette action d'envergure, action pluripartite. Je crois que nous représentons ici cette action pluri-organisationnelle et qui visait, comme cela a été souligné plus d'une fois, à sensibiliser d'une part l'opinion publique aux problématiques des aidants de sujets aphasiques et d'autre part donc à former ces aidants de sujets aphasiques. Alors, à ce titre et au nom de la Société française de psychologie, je voudrais aujourd'hui remercier très sincèrement d'une part la CNSA, mais également et sans doute peut-être en première intention la FNAF, représentée notamment aujourd'hui par son président Jean-Dominique Journet, de la confiance qu'ils nous ont accordée en nous sollicitant pour participer à ce tout premier plan aphasie 2010-2012, ainsi qu'à la reconduction de cette action lors du second plan qui se terminera à la fin de cette année. Alors je poursuivrai mon propos en disant que si j'ai été sensibilisé en tant que président de la SFP aux enjeux psychosociaux et plus largement aux enjeux de santé publique sur lesquels se fonde cette action, j'avais déjà également, en tant qu'universitaire, cette fois-ci, un intérêt tout particulier pour cette problématique de l'aide aux aidants. Ceci s'est concrètement traduit par la création, il y a quelques années déjà, à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, d'une licence professionnelle de technicien coordinateur de l'aide psychosociale à l'aidant, qui a été sans doute la première licence à voir le jour en France et dont j'ai participé à la conception avec les professeurs Jean Bouisson, psychogérontologue, et Jean-François Dartigue, épidémiologiste. Cette licence que nous pilotons aujourd'hui, Hélène Amieva, Valérie Bergat, qui est dans la salle et qui a fait sa présentation ce matin avec moi-même, accueille chaque année une dizaine d'étudiants pour les former à leur futur rôle de professionnels de l'aide aux aidants. Le plan de cette action, dans son ensemble, a nécessité de nombreuses réunions
à un rythme régulier avec nos différents partenaires, donc la FNAF, la FNO, le CFO, la SNLF. Ces réunions, parfois animées, ont finalement permis de canaliser au mieux les énergies de chacun et de prendre les décisions utiles et de donner, autant que faire se peut, une pertinence et un sens à l'action dans son ensemble. En ce qui concerne plus spécifiquement la SFP, dans le cadre de ces 2 plans d'envergure, son rôle s'est très concrètement articulé autour de sessions d'information, bien sûr, et de sessions de formation que l'on a intitulées, Valérie Berga en a parlé ce matin très rapidement, et Hélène Amieva reprendra ce point-là de façon plus détaillée tout de suite après moi, que l'on a intitulé « Mieux vivre », avec un sujet aphasique, en complément des sessions de formation mieux communiquées, gérées et animées par nos collègues orthophonistes. Alors, afin de construire un contenu de formation cohérent pour ces sessions mieux vivre, la SFP a dès le départ, c'est-à-dire dès le premier plan, mobilisé différents partenaires experts dans le domaine. La tâche n'était pas vraiment aisée et l'enjeu était délicat, élaborer des outils spécifiquement adaptés à la problématique des aidants en général et des aidants de sujets aphasiques en particulier, construire des documents tant pour l'animation des formations que pour l'information des publics concernés. Il a fallu également former les psychologues qui intervenaient au titre de la SFP dans ces formations, nombre de réunions préparatoires et de régulation à des fins d'amélioration de la stratégie d'intervention ont jalonné ces 2 plans d'action. Alors je saisis aujourd'hui l'occasion qui m'est donnée de remercier publiquement et comme il se doit certains acteurs clés qui ont permis à la SFP de relever ce défi. Mes remerciements vont tout particulièrement à Valérie Berga, à Laetitia Ruillier, à Nadine Raoult, qui sont des psychologues bordelaises, à Paul Gollard, qui est technicien coordinateur de l'aide psychosociale à l'aidant et qui est ici présent dans cette salle, et bien entendu à Hélène Amieva, qui coordonne l'ensemble de ces actions de sensibilisation et de formation menées au titre de la SFP, et à qui donc je vais laisser tout de suite la parole pour le retour d'expérience de cette action. Je vous remercie. Bonjour et merci de me donner la parole. Je vais parler en fait au titre d'une société qui a été citée à de multiples reprises mais que vous ne connaissez peut-être pas bien. C'est la Société de neuropsychologie de langue française. Et donc je vais moi aussi prendre 2 petites minutes pour la présenter et vous comprendrez pourquoi c'est moi qui vais commencer à faire une espèce de bilan, même si le mot bilan est un mot un petit peu fort puisqu'on n'a pas encore les moyens de faire ce bilan. Vous avez compris que l'action est en phase d'achèvement et qu'on n'est pas du tout en mesure aujourd'hui de vous présenter des résultats chiffrés en termes d'impact et de retombées de cette action. Mais néanmoins, on va quand même faire un effort et ça a été un des rôles de la SNLF dans cette action. Alors simplement 2 mots, je ne sais pas vers quoi, voilà, orienter le pointeur, parfait. 2 mots pour vous présenter la SNLF. C'est une société savante qui existe depuis 40 ans. Elle va fêter ses 40 ans le 1er décembre. Donc si vous ne faites rien le 1er décembre, venez fêter avec nous les 40 ans de la société. Ça va être une journée scientifique et festive. Et voilà, et on va essayer de faire une... C'est à Paris, absolument. Et c'est sur une péniche. Donc ça peut t'intéresser, Jean-Dominique. Je t'en parlerai après. Le but de cette société, c'est de promouvoir les connaissances dans le domaine de la neuropsychologie et de défendre les intérêts des professionnels qui œuvrent dans ce domaine, professionnels que sont les neuropsychologues, mais pas seulement. Il y a des orthophonistes qui sont membres de cette société, des médecins, neurologues, médecins MPR, etc. Tous sont intéressés par la neuropsychologie et tous ont en commun l'usage de la langue française. C'est une société qui n'est pas franco-française, mais francophone. Et donc, on a des collègues belges, suisses qui participent et qui siègent actuellement dans le bureau, présidé actuellement par Madame Colette, qui est elle-même belge.
Ses missions sont de contribuer à développer l'étude des relations entre le cerveau et le comportement et de promouvoir tous les programmes thérapeutiques qui vont viser à remédier en quelque sorte aux difficultés qui sont la conséquence de différentes maladies du système nerveux. Et à ce titre, tout naturellement, lorsque la FNAF, par la voix de son président, M. Journet, ici présent, a sollicité la SNLF, qui était à l'époque présidée par Olivier Godefroy, lorsque Jean-Dominique nous a sollicité, évidemment et tout naturellement, on s'est senti concerné par cette belle action et on s'est impliqué déjà un tout petit peu dans la première phase 2010-2011 et beaucoup plus dans cette deuxième phase de l'action. Alors, quel a été le rôle de la SNLF dans cette action? D'abord, participer en tant que partenaire à part entière à la conception générale du programme de formation, au même titre que les autres partenaires, donc je ne vais pas disserter beaucoup là-dessus. Deuxième nouveauté par rapport à la première action pilote 2010-2011, la SNLF s'est fortement associée à la SFP pour mettre à la disposition son réseau de professionnels pour mieux identifier les professionnels localement. Vous avez compris que l'action, elle a couvert quasiment tous les départements en France et en Outre-mer. Et donc, il faut être réactif lorsque on a l'annonce d'un programme qui va s'organiser dans une ville, quelle qu'elle soit. Il faut être capable d'être réactif très rapidement. Et donc ça, c'était la nouveauté de cette deuxième phase de l'action. La SNLF a mis à disposition son réseau de professionnels. Et vraiment, je pense que ça a été une réussite parce que ça nous a permis incontestablement d'être beaucoup plus réactifs, de mieux identifier ces acteurs avec une expérience soit dans le domaine de l'aide aux aidants, soit dans le domaine de l'aphasie, soit les deux, pour un certain nombre d'entre eux, ce qui a permis de faciliter la formation de ces professionnels. Et 2 chiffres pour illustrer cela. Sur les 31 psychologues formateurs du programme Mieux Vivre dont il a été question, 22 ont été recrutés via le réseau de la SNLF. Donc ça montre à quel point on a bien fonctionné ensemble. Et puis également, je parlais de réactivité, on a regardé rapidement le délai entre l'annonce d'une ville qui se porte candidate pour organiser une session de formation et le moment où on identifie le psychologue et on le forme. Il peut aller de quelques jours, ça peut aller très très vite, au grand maximum 2 mois, ce qui montre là aussi que je pense qu'on a été relativement réactif. 3e rôle de la SNLF dans cette action, je crois que ça a été le rôle le plus important, essayer de dégager des indicateurs de l'impact de l'action. Alors on n'est pas dans le cadre de la recherche, ce n'est pas une recherche qu'on est en train de mener. On n'avait donc pas les moyens de mettre en œuvre un dispositif d'évaluation très sophistiqué, mais néanmoins, tout le monde avait intérêt à essayer de recueillir des indicateurs qui pouvaient nous aider à dégager à la fois les forces de l'action et les faiblesses de l'action, non pas parce qu'on renoncerait à ça, mais tout simplement parce que ça pourrait constituer des points d'amélioration pour la poursuite de l'action. C'est bien comme ça qu'on l'a pris. Alors on avait quelques outils pour asseoir cette évaluation, des questionnaires qui ont été distribués à l'issue des réunions de sensibilisation et qui nous ont été retournés, des questionnaires qui ont été distribués lors de la session mieux communiquer, avant la tenue de l'atelier, après la tenue de l'atelier, des questionnaires qui portaient sur la communication au quotidien avec son proche, sur la connaissance de l'aphasie, sur la satisfaction générale vis-à-vis de la formation. Donc toutes ces données, on ne les a pas encore, elles vont nous arriver très prochainement, voilà, on les attend avec impatience. C'est la raison pour laquelle je ne vous en dirai pas grand-chose, tout simplement parce qu'on n'a pas encore cette base de données. Et concernant Mieux Vivre, je vais faire un petit focus sur Mieux Vivre parce que j'ai commencé justement, parce qu'on a reçu régulièrement les questionnaires dérivés de ce programme, ce qui nous a permis aujourd'hui d'accélérer un tout petit peu les choses et de vous montrer quelques données concernant Mieux Vivre. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil d'évaluation pour ce volet Mieux Vivre ? D'abord un questionnaire assez classique, dirons-nous, concernant les dimensions du vécu de la maladie au quotidien. Un questionnaire, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose, mais peu importe,
je peux le résumer très facilement, un questionnaire qui portait sur la santé perçue de l'aidant, sur la vie sociale perçue de l'aidant, la vie personnelle, la vie professionnelle, le soutien qu'il percevait, etc., au quotidien. Et donc on a recueilli ce questionnaire avant la tenue de l'atelier et après la tenue de l'atelier. Et puis une autre manière un petit peu plus originale peut-être de recueillir le ressenti de l'aidant et surtout les stratégies qu'il utilisait au quotidien pour faire face aux difficultés qu'il rencontrait, parce que c'est très difficile de parler à la première personne lorsqu'on évoque des situations qui sont très personnelles, très intimes, parfois très douloureuses. Et madame, je sais je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, quand on est aidant, on a intérêt à verrouiller ses affects. Voilà. Donc on fait comme si ces affects n'existaient pas et pour autant ils sont là et bien là. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas interrogé de manière frontale les aidants sur ces affects, mais on leur a demandé de lire une petite vignette, qui concernait une certaine Madame A, évidemment une personne fictive qui n'existait pas, mais qui vivait un quotidien tout à fait ordinaire et banal d'une aidante dont le conjoint avait eu un AVC depuis 2 ans et rencontrait un certain nombre de difficultés. Et donc on demandait tout simplement aux aidants de se mettre à la place de Madame A pour essayer d'appréhender la palette émotionnelle par laquelle ils passaient. Et de même, on a, toujours à partir de cette vignette, on a demandé aux aidants de se mettre à la place de cette Madame A et de lui conseiller, de lui donner des conseils pour mieux faire face à ces difficultés. Une autre façon, là aussi, de sonder la manière dont eux se positionnaient vis-à-vis de leurs proches et de la manière de l'aider. Donc c'est ça ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Très rapidement, il y a des chiffres, ne regardez pas les chiffres, on n'est pas là pour parler de statistiques, mais concernant le premier questionnaire qui balayait en quelque sorte toutes les dimensions du vécu au quotidien avec son proche aphasique, on n'a pas révolutionné les choses, mais ça, on le savait, hein, on n'a pas changé la santé perçue de l'aidant, on n'a pas changé sa vie sociale, on n'a pas changé sa vie professionnelle, juste parce que la personne a participé à cet atelier. Néanmoins, il y a une chose qui évolue assez nettement, c'est le sentiment d'être mieux informés. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit manifestement souvent, et s'ils étaient à peu près 20% à se sentir, à se déclarer bien informés concernant l'aphasie et toutes les stratégies et les ressources pour y faire face, s'ils étaient 20% au tout début, ils étaient 40% à l'issue de l'atelier. Donc ça, c'est une chose qui nous semblait intéressante. Et puis, dans ce fameux questionnaire, vous vous souvenez, on faisait lire une petite vignette, l'histoire de Madame A avec son époux aphasique. Et on demandait aux aidants, mettez-vous à la place de Madame A, qu'est-ce que vous lui conseillerez pour qu'elle s'en sorte mieux au quotidien. Ça, c'était les différentes stratégies, hein, toutes les stratégies auxquelles on peut avoir recours pour essayer de surmonter ces difficultés. De nouveau, il n'y avait pas tout qui évoluait avant, après l'atelier. Il y avait 5 stratégies qui évoluaient, et je trouve que c'est quand même très, très intéressant parce qu'elles sont très, très cohérentes. Vous pouvez les lire avec moi. Après l'atelier, après la tenue de l'atelier Mieux Vivre, les personnes avaient davantage tendance à conseiller à Madame A de se tourner vers d'autres activités, y compris le travail, pour se changer les idées. Les aidants avaient tendance à moins conseiller à Madame A d'avoir recours à de l'alcool ou des médicaments pour faire face. Ils avaient tendance à conseiller davantage à Madame A de renoncer à résoudre absolument à tout prix tous les problèmes. Ils avaient tendance également à conseiller à Madame A d'accepter cette nouvelle situation. Et enfin, de prendre la situation avec plus d'humour. J'ai bien noté que vous n'en manquiez pas, avec votre histoire de Monique et Sylvie. C'est ça aussi ce qu'ils retiennent. En tout cas, c'est ce qu'ils finissent par conseiller à Madame A, après avoir eu ces échanges entre pairs au cours de l'atelier. Et si on prend 2 minutes pour réfléchir à ce qu'il y a derrière ces stratégies, derrière ces conseils, on a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous faites la même interprétation que moi, mais on a l'impression que finalement, ce qu'on arrive peut-être à faire un tout petit peu évoluer, de manière très très modeste, mais peut-être réaliste, c'est cette prise de recul.
Hein. On ne change pas la situation, et comme vous disiez, quand vous revenez chez vous, vous retrouvez évidemment les mêmes problèmes, mais peut-être que ce qui a évolué, en tout cas ce serait déjà bien si c'était le cas, c'est cette prise de recul, cette distance, cette possibilité peut-être de se décentrer un tout petit peu du problème pour s'autoriser à aller regarder ailleurs. Ça, c'est ce que nous disent les chiffres, c'est aussi ce que nous disent les témoignages des aidants. On a eu pas mal de témoignages tout à l'heure. Moi aussi, j'ai souhaité retourner au questionnaire, puisqu'à la fin du questionnaire, ils avaient un tout petit espace un espace en tout cas pour s'exprimer librement. Donc on est allé voir ces témoignages, et comme par hasard, il y a un mot qui revient très très souvent dans la bouche des aidants, c'est le mot recul. Vous pouvez le lire. Donc il y a je ne vois pas très bien sur mon écran. Bon, peu importe, vous lisez mieux que moi, tant mieux. Cette dame qui nous dit apprendre le recul, la distance, prise de recul par rapport à l'aider, la confrontation avec les autres nous aide à relativiser son propre cas. Prendre recul, prendre conscience de la nécessité d'un temps de pause. Hein. Donc cette notion de recul, elle paraît importante. On a l'impression qu'on les aide, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quel a été le tout premier témoignage de cette journée, ce matin, par une aidante qui était au 3e rang, je ne sais pas si elle est toujours là. Une aidante ce matin, c'est la toute première à intervenir, qui nous a dit, et une chose qui nous a frappé quand on a participé à cet atelier, c'est que lorsque la psychologue nous a demandé de nous présenter, on a fait un tour de table, et puis après avoir fait ce tour de table, on s'est rendu compte que personne ne s'était présenté. En fait, on a tous parlé de notre proche. Donc peut-être que c'est ça ce qui se joue dans ces ateliers, cette espèce de prise de conscience du besoin de faire un pas en arrière pour voir la situation un tout petit peu différemment. Prise de recul, acceptation, c'est un mot qui revient aussi souvent dans les témoignages. Je ne vais pas les lire, mais vous voyez que c'est un mot qui revient. Cet atelier m'a permis d'accepter et d'être plus à l'écoute de mon conjoint. Accepter, s'adapter à la situation, relativiser, ça va de pair. Prendre du recul, ça aide à accepter les choses. L'information, les informations, là aussi des témoignages qui nous parlent de beaucoup d'informations apportées sur les différentes formes d'aphasie, l'attitude à avoir, le self-control, les stratégies à adopter, etc. Et puis le dernier commentaire que j'ai retenu, parce que je trouve qu'il résume vraiment beaucoup de choses, c'est cette conjointe qui nous dit que cet atelier lui a permis à évacuer beaucoup de sentiments, de connaître d'autres étangs dans son cas, et beaucoup d'informations, je ne vois pas très bien, je m'excuse, qui ont été transmises. Cela va me permettre de finaliser un projet qui a débuté il y a 15 mois, c'est-à-dire reprendre une activité professionnelle à mi-temps. Voilà, et ça, tous ces éléments, finalement, tous ces éléments quantitatifs et qualitatifs vont dans ce sens d'une prise de distance, de cette capacité peut-être un petit peu... Alors retrouver, je suis très enthousiaste, je vais très loin, je devrais être beaucoup plus prudente que ça, mais en tout cas, encore une fois, décentration vis-à-vis du problème qui fait que les aidants s'autorisent peut-être à regarder ailleurs et à nourrir des projets pour leur propre compte. Voilà, je ne sais pas si on va jusque-là, en tout cas, c'est des pistes de réflexion que je vous soumets également et auxquelles on réfléchira tous ensemble, mais je crois que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler, continuer de travailler et renforcer encore dans la nouvelle action qui se dessine. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Et pardon, je remercie les 4 personnes qui m'ont aidé à retrouver tous ces témoignages et qui ont également participé à l'analyse des données, donc je ne veux surtout pas les oublier, ils sont remerciés sur cette diapositive. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Anne Dehettre, donc, qui est présidente du CFO. Donc, je vais succinctement moi aussi présenter le CFO. Donc, c'est le Collège français d'orthophonie. Alors, il a un gros avantage, c'est qu'il y a 2 composantes, et ce sont les 2 composantes principales de la profession. D'une part, ce collège est composé de notre société savante en orthophonie, donc de l'aspect recherche, avancée, technique, et puis de la composante, donc c'est l'UNADREO, l'Union nationale pour le développement de la recherche et l'évaluation en orthophonie. Et d'autre part, son bureau est composé de moitié par
par des représentants de la Fédération nationale des orthophonistes, donc la composante professionnelle. Alors ce gros avantage, c'est de pouvoir effectivement mettre très vite en œuvre les retombées scientifiques qu'on peut avoir en orthophonie sur l'exercice quotidien des orthophonistes. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons signé le partenariat sur ce projet plan aphasique. Donc le deuxième plan, ça fait très longtemps, je pense, qu'on travaille avec la FNAF, depuis bien avant le premier plan. Donc on a mis en œuvre le premier plan et puis maintenant le deuxième. Et puis nous espérons poursuivre justement, que ce colloque soit l'amorce d'une poursuite et de faire encore mieux que ce deuxième plan. Peut-être moi je vais présenter quelques éléments qui vont peut-être répondre à certaines des questions qui ont été posées, notamment en matière de sensibilisation, recrutement, répit, financement, taux de fréquentation, quelle est la place des aidants, des aphasiques, le retour à domicile, justement l'intervention des professionnels à domicile. Alors je pense qu'on aura aussi pas mal de remontées, on en a déjà fait part à la CNSA, et puis au ministère sur justement ce qui remonte, ce que nous on peut tirer comme conclusion, et ce sont les conclusions aussi qui viennent du terrain, c'est-à-dire, comme l'a présenté Hélène, comme l'a présenté Bruno, ce qu'on a récolté en fait des personnes qui assistaient aux formations, aux sessions. Alors, trois types en fait, il y avait trois axes en fait, des sessions de sensibilisation, et effectivement a été soulevé le taux de fréquentation lors des sessions de sensibilisation. Donc très concrètement quand même, sur ces 3 ans, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé quand même, puisqu'on s'était fixé 64 sessions de sensibilisation sur tout le territoire national et les DOM, pas les TOM, mais les DOM, dans les DOM, et donc on en a organisé 60 en tout. Alors session de sensibilisation, ça voulait dire information grand public. Tout le monde était invité. Donc là, sur la fréquentation, donc l'affluence totale, on a eu à peu près 2500 personnes qui ont assisté au niveau de tout le territoire et dans les DOM à ces sessions, dont 1000 aidants quand même. Voilà, donc on était assez satisfaits, je pense tous, là, de la fréquentation des sessions de sensibilisation, regrettant quand même, effectivement, la publicité qui pouvait être faite selon les régions. Alors, notre principal problème a été un problème de communication. Alors, il y avait des questions sur comment est-ce qu'on a pu communiquer, comment est-ce qu'on a pu toucher les personnes qu'on voulait toucher. Alors, surtout sur une information grand public. Et ce qu'on a fait remonter aussi, c'était la difficulté, par exemple, qu'on aurait pu aisément contourner, c'est-à-dire passer par le biais des MDPH, afficher dans les MDPH. Et c'est pas là où on a été le plus... Voilà, où ça allait, c'est pas là où on a obtenu le plus de soutien finalement. C'était assez. Alors il y avait surtout aussi un gros problème, c'est que nous n'avions pas de financement de cette communication lors de ce dernier plan. Donc ça représente quand même un problème, parce que ça, ne serait-ce que pour concevoir des supports de communication, pour assurer leur impression, pour assurer leur diffusion, et aller dans chaque lieu aussi les distribuer, tout simplement. Alors, encore une fois, on a fait appel à plein de bonne volonté de bénévolat et toutes nos structures s'y sont mises, mais on attendait un petit peu plus et un relais institutionnel aussi. Ça, on en a discuté et ça fait partie des, nous espérons, perspectives du 3e plan, et apparemment, il y aurait un financement prévu dans les lignes budgétaires d'un 3e plan qui se mettrait en place. Je dis bien apparemment, et je mets des conditionnels partout, puisque c'est la politique maintenant qui se dégage de la CNSA, au vu de toutes les conclusions qui ont été données sur à peu près toutes les formations des aidants, et pas seulement celles-ci, qui ont été tirées des 3 dernières années, je crois. Madame Corcu fait partie, mais elle aurait pu nous en parler. Voilà. Alors la nature du public donc de ces sessions de sensibilisation, c'était à peu près 40% d'aidants, 20% de personnes aphasiques, 20% d'orthophonistes, 10% d'autres professionnels de santé et 10% d'autres, alors beaucoup de personnes du médico-social et des étudiants aussi. Donc quand même un public qui était alors intéressé, puis on espère aussi pour le 3e plan développer un autre public, celui qui n'a pas plus
qui ne se sent pas plus concerné que ça, mais en fait qui a besoin de connaître l'aphasie, puisque c'est quand même un des objectifs qu'on se fixe. Et le taux de satisfaction du contenu de ces sessions de sensibilisation était excellent, puisque 95% se déclaraient très satisfaits du public. Voilà. Alors, on avait aussi demandé, donc, il y avait 2 autres sessions, mieux communiquer, mieux vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne formait pas les aidants professionnels ? Donc, c'est ce qui nous l'avions fait lors du premier plan. En fait, lors du premier plan, aidants professionnels et aidants familiaux faisaient partie des mêmes sessions. Donc, et avaient droit d'assister à la session mieux communiquer, à la session mieux vivre. Alors, nous avions fait le constat nous-mêmes, mais aussi la CNSA, que finalement, on avait plus d'aidants professionnels qui venaient se former que d'aidants familiaux. Et qu'en plus, les attentes n'étaient pas tout à fait les mêmes vis-à-vis de la formation. Et même vis-à-vis des formateurs. C'est-à-dire qu'on espérait effectivement faciliter la communication ou soutenir celle-ci entre l'aidant et la personne aphasique, dans mieux vivre, je suppose que vous aviez ces objectifs aussi, d'aider l'aidant familial à effectivement mieux vivre, tout à fait. Et donc on perdait un petit peu ces objectifs, et puis donc ça a été un constat partagé entre partenaires et aussi avec la CNSA. Et finalement, de dire que les aidants professionnels, ça dépendait peut-être plus de leur formation initiale et ou continue professionnelle que de ces sessions mieux vivre, mieux communiquer. Donc finalement, on était tous d'accord sur les objectifs et voilà, qui n'étaient pas les mêmes. Sur le 3e plan, et puis la CNSA et je pense les autorités ont un autre argument qui est le financier, hein, très clairement. Voilà. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Mais il est vrai que nous, entre partenaires, on s'était quand même rendu compte d'avoir tout le monde ensemble, c'était pas forcément le mieux. Et souvent, ceux qui étaient lésés, c'était les aidants familiaux. C'était l'entourage du patient. Voilà. Donc, c'est un choix finalement qui, certes, était dirigé par un argument financier des tutelles, mais qui était partagé quand même. Donc, voilà. Donc, parce qu'en fait, les aidants professionnels avaient des questions beaucoup plus dirigées. Alors là, je laisserai peut-être certains formateurs répondre, qui sont dans la salle, sur des questions qui étaient plus sur la pathologie et sur... Quand même en précision, les sessions à destination des aidants familiaux ne se faisaient pas en même temps que les sessions à destination des aidants pro. Il pouvait y avoir de temps en temps un qui passait dans un groupe, mais c'était pas les mêmes. Donc c'est pas du tout, c'est pas la même problématique dans chaque groupe, mais c'était pas en même temps. Financièrement, du coup aussi, on était. Mais certaines sessions étaient. Si je peux intervenir sur ce point. Effectivement, lors du premier plan, il y avait 2 sessions séparées qui étaient organisées, l'une en direction des aidants familiaux, l'autre des aidants professionnels. Mais la CNSA, quand même, a bien convenu que le coût associé était quand même extrêmement important. Et c'est pour cela que la demande nous a été faite aussi, au-delà de ce que tu dis et qui est très juste, peut-être de recentrer notre action sur les aidants, les proches aidants. Voilà. Ouais. Cette situation-là pose quand même une réflexion, en tant que pour la part des aidants qui travaillent. Quand on laisse, quand on a quelqu'un qui vient chez soi pour s'occuper de la personne aidée qui est aphasique, quand on part le matin et qu'on ne sait pas qui va intervenir, et savoir encore en plus que c'est généralement à 95%, les personnes qui interviennent au domicile ne sont jamais formées, comme je le disais tout à l'heure, je pense que là, il y a vraiment un besoin d'accentuer et de dire qu'il y a besoin de former ces personnels. Alors, ça, c'est ce qui ressort dans pratiquement tous les plans.
Et justement, on tient à accentuer la formation initiale et d'assurer déjà une formation initiale à ces aidants professionnels. Certains n'en ont aucune. Mais là-dessus, au niveau association, on est prêt, on est tout à fait favorable à appuyer. Et je pense que Jean-Claude, de toute façon, c'est... Voilà, je pense que la FNAF l'a exprimé, d'ailleurs, puisqu'on parlait du projet et vous avez exprimé aussi, certaines associations ont dit qu'ils se rendaient dans les IFSI. Et je crois que la FNAF, c'est un des projets de la FNAF. Normalement, sur la formation initiale, effectivement, alors... c'est ce qui ressort aussi, normalement, la ministre en a parlé, c'est la continuité des plans. Et il y a eu des questions là-dessus dans la salle. Sur le plan AVC, par exemple, il est nettement évoqué la formation continue professionnelle ou la formation initiale, et notamment des aidants professionnels. C'est-à-dire, on ne parle pas des rééducateurs ou des psychologues, ou voilà, mais de la place de la formation initiale des aidants professionnels, ceux qui doivent assurer, par exemple, le répit. Ceux qui doivent assurer la présence, on parle des structures d'aide à domicile, par exemple. Et ça, je pense que dans le plan des maladies neurodégénératives, c'est aussi évoqué. On parlait de l'aphasie primaire qui fait partie, elle, du plan des maladies neurodégénératives. L'aphasie fait partie du plan AVC. C'est ce qu'on demande. C'est une convergence aussi et une continuité dans... Certes, il y a des plans, ça a été aussi soulevé par la salle, mais il faut qu'il y ait aussi une mise en œuvre de ces plans. Et voilà, aussi la difficulté, on parlait du retour à domicile et de l'intervention à domicile, c'est pas seulement la place des aidants, la professionnelle, hors professionnels de santé ou psychologues. On a beaucoup de mal à intervenir au domicile. Avant, on le faisait. Là, je parle pour les orthophonistes. On a aussi une question là très nettement financière. Nous, depuis très très longtemps, on soulève l'approche écologique, c'est-à-dire on veut bien apprendre à se réapproprier le langage, à poursuivre sa conversation de vie, comme ça a été dit, et très joliment dit. Mais il faut effectivement cette conversation de vie, elle doit être dans la vie de tous les jours. Donc elle doit être très fonctionnelle et pas seulement dans un cabinet d'orthophonie. On doit pouvoir aller au domicile du patient. Je pense que les autres intervenants partageront ça. Effectivement, on partage ce souhait de pouvoir aller au domicile du patient et aussi de voir en condition, dans l'environnement, et d'avoir une vraie communication et pas seulement juste la rééducation cognitive. Par contre, il y a encore beaucoup de freins à ça, et ça, on l'a évoqué, et c'est évoqué aussi lors des plans, c'est évoqué lors des discussions avec les tutelles, et nous en avons eu pour les orthophonistes il n'y a pas longtemps, pour dire, mais nous, il faut qu'on puisse aller au domicile du patient, il faut aussi qu'on puisse considérer l'aidant comme une personne experte qui est là et qui doit soutenir cette communication. Parce que la personne aphasique, elle ne va pas discuter toute seule. Enfin, elle peut, comme tout le monde, mais voilà, ça serait mieux si elle discutait avec quelqu'un. La personne en face doit effectivement être dans la même communication. Vous l'avez très bien décrite, madame, avec vous devez apprendre à parler le truc, et ben nous, il faut qu'on apprenne qu'on apprenne à tout le monde à évoluer autour du truc et voir plus. Ce serait voilà. Donc d'aller au domicile et d'être dans une approche, ce qu'on appelle écologique, ça pose aussi un souci. Alors nous, on a plusieurs soucis, notre démographie professionnelle, mais aussi la possibilité d'aller au domicile du patient. Eh ben, c'est pas encore... Vous savez, il faut une prescription, il faut qu'il y ait marqué à domicile, il faut que ce soit justifié, c'est-à-dire que le patient ne puisse pas se déplacer. Mais quand on veut être dans une communication vraiment fonctionnelle, même si les patients peuvent se déplacer, il faut qu'on puisse aller chez lui pour voir comment ça fonctionne. Donc il y a ces freins-là et qu'on va faire remonter, qu'on n'arrête pas de faire remonter. Excusez-moi. Et oui, surtout, voilà, et que ce soit rémunéré, effectivement. Tout à fait. Une question sur le sujet. Et je rajoute aussi, oui, ça marche, oui. Je disais pour les aidants professionnels, quand on avait fait le plan aphasie 2010-2011, donc c'est ce qu'on faisait, aidants familiaux et aidants professionnels. Mais quand on a pris la suite, le CNSA
n'a pas voulu qu'on continue les aidants professionnels. Alors effectivement, parfois il y a quelques orthophonistes qui font des formations dans certains départements. Mais bon, je serais bien que le prochain plan, ça serait de faire plein formation des aidants familiaux et aidants professionnels. Alors, je peux déjà répondre à cette question-là. Ça sera non, puisque ce n'est pas prévu dans les lignes budgétaires de la CNSA. Alors qu'il l'avait fait au début. Oui, mais là, donc voilà, tout ce financement est mis sur les aidants familiaux. Alors, on peut regretter, mais il y aurait d'autres sources de financement possibles pour les aidants professionnels. Parce que je pose une question. Un monsieur qui est célibataire ou divorcé, et la semaine, qui est-ce qu'il voit? Il voit personne, mais il voit par exemple l'aide soignante ou l'aide humaine. Alors, cette personne qui vient, qui le voit 3 fois par semaine, pour l'aider un petit peu, préparer là où il habite. Mais si elle ne s'est pas au courant sur l'aphasie. Je pense quand même qu'on est face à 2 problèmes différents. C'est compliqué de poursuivre 2 objectifs à la fois. On est vraiment face à 2 questions et des attentes différentes. Donc ça nécessiterait des programmes réellement différents à l'adresse des professionnels et à l'adresse des aidants familiaux. Ça ne veut pas dire que former les aidants professionnels, ce n'est pas important. Mais je pense vraiment que c'est un objectif différent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas initier de nouvelles actions. Et donc, peut-être que la FNAF a des projets, mais à mon avis, c'est vraiment 2 actions différentes. Oui, mais à ce moment-là, Hélène, ça veut dire que ce monsieur qui vient travailler 2 fois, 3 fois par semaine, finalement, c'est un aidant, c'est un ami un peu. Mais il n'aura pas les mêmes besoins de formation que la personne qui... Alors, mais il pourrait faire partie on va laisser s'exprimer, des sessions de formation. Je voulais répondre. Mais il va falloir qu'on arrête la table ronde, mais je voudrais entendre le point de vue de... T'as pas fini, excuse-moi. Alors, je vous explique qu'il faut qu'à 4 heures... Je vais très vite donner les résultats. Alors, sur la session mieux communiquer, alors effectivement, ça rejoint toujours ce problème de recrutement. On a organisé en fait 72 sessions, effectivement, mieux communiquer sur tout le territoire. Et pour... Quel était l'aidant qui venait assister aussi à ces formations? Donc 48% c'était des conjoints, 15% des parents, 25% des enfants quand même. Alors autres, 10%, autres, mais c'était obligatoirement des aidants non professionnels. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ces chiffres pour dire qu'il y a eu quand même, d'autres que les conjoints. La personne était aphasique depuis moins d'1 an, 35% de taux de fréquentation. De 1 à 5 ans, 47%. Et plus de 5 ans, 18%. Donc en fait, en moyenne, c'était quand même plutôt une aphasie plutôt récente. Voilà, plutôt qu'une aphasie à long terme. Voilà, alors ce qui a été nettement amélioré dans ces sessions de mieux communiquer, alors ce que les personnes ont préféré, bien sûr, c'était les apports pratiques, c'est-à-dire des jeux de rôle, etc., plutôt que des apports théoriques qui, finalement, les gens les avaient. Mais quand même, on a une amélioration de 25% de la connaissance sur l'aphasie. Les gens étaient quand même satisfaits d'en avoir. Et connaissance des différents types d'aphasie, plus 48%. Entre le J1, c'est-à-dire le premier jour de formation, et le deuxième jour de formation. Donc les gens avaient une connaissance de l'aphasie, mais qu'il existait différents types d'aphasie, ce qui peut être important justement dans la manière de communiquer pour eux. Sur le sentiment, c'était justement les aidants, au premier jour de formation, 9% se sentaient suffisamment formés en tant qu'aidants, 48% au deuxième jour. Alors, donc, mais pas encore du 100%. Il y avait la session aussi, mieux vivre après. Je me sens plus à l'aise pour communiquer, 47% le premier jour, 64% le deuxième jour. Alors, les moyens de communication alternatifs au langage oral, quels moyens pouvait-on utiliser?
L'utilisation du regard, 45% à la fin du premier jour et 55% le deuxième jour. L'utilisation des gestes, 52% et 59% le deuxième jour. Ça, c'est un moyen. Ça veut dire que les personnes aidantes avaient déjà trouvé quand même majoritairement ce moyen. Et qu'est-ce que représentait pour vous la communication ? Ça, c'était une donnée importante. Au premier jour, c'était être à l'aise à l'oral, ne pas buter sur les mots, 38%. Et là, l'objectif a été négatif, mais c'est ce que nous espérions. 28% seulement le deuxième jour. Ce n'était pas que cela communiquer, en fait. Établir une relation avec autrui, quel que soit le moyen, 83% le premier jour, quand même, déjà, mais 95% au deuxième jour. Donc, avec des résultats qui, voilà, éclairent un petit peu cette idée. Et puis surtout sur le recrutement et la possibilité aussi pour les personnes aidantes ou les aphasiques à assister aux sessions de formation, on a mis en place depuis 3 ans une formation continue à distance. Et là, c'était un gros pari. Le nombre d'ouvertures totales était de 1150 ouvertures, là, et surtout depuis ces 2 dernières années, hein, puisque le temps de la mettre en forme la première année, et dont 500 aidants. Alors, le pourcentage d'aidants se rapproche de 50%, le reste étant surtout ouvert par des orthophonistes, ce qui s'explique puisqu'en fait, la possibilité était l'ouverture par les orthophonistes en présence de l'aidant ou de la personne aphasique aussi. Voilà. Donc, c'est une offre qu'on espère aussi développer, qui a été évoquée ce matin par la ministre et qui permettrait pour nous, alors ça doit être une offre augmentative à ce qui peut être proposé en présentiel, mais qui permettrait quand même aussi au plus grand nombre de pouvoir se connecter et de suivre en plus. Alors on espère et on sait surtout que beaucoup de personnes présentes aux sessions de sensibilisation et qui n'avaient pu se rendre aux sessions de formation ont pu avoir une ouverture des sessions de formation continue à distance. Voilà. Non. Mais non, parce qu'en fait, excusez-moi, si c'était ouvert aux aidants professionnels, non, même pas ça, parce que ça ne fait effectivement, comme Jean-Dominique l'a dit, pas partie de la ligne budgétaire de la CNSA, puisque nous devons rendre des comptes auprès des tutelles qui financent. Et donc, on doit donner, toutes ces données aussi statistiques sont rendues aux tutelles, et on doit justifier que ce soit un maximum d'aidants familiaux, bien sûr, qui suivent ce programme de formation. Juste une précision quand même pour répondre à Winifred. Sur ce point-là, l'aspect quand même très précis, c'est que si c'est quelque chose qui est amené à être visionné en présence de l'aidant, à ce moment-là, l'accès peut se faire, peut s'ouvrir. Mais l'idée, c'est que c'est en présence du patient, avec des aidants dans un champ un peu élargi, et à ce moment-là, ça peut s'adapter à différents formats. Mais donc à ce moment-là, un aidant professionnel peut y avoir accès, comme ça se fait dans les cabinets d'orthophonie ou dans d'autres champs, mais à condition d'être dans une situation avec le patient et accompagner éventuellement aussi l'autre aidant, si on peut dire, l'aidant familial, si on est aidant professionnel, pour faire un co-visionnage de la situation de la formation à distance. C'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même un moyen pour aussi élargir un peu ce mode de formation. Et après, on ne peut pas, pour l'instant, avoir un programme spécifiquement dédié et financé dans ce cadre-là pour des aidants professionnels exclusivement. Oui. Oui, mais et après, donc, on écoutera Jean-Dominique pour la fin de la table ronde. Bon, c'était pour répondre à Madame Dehêtre sur l'intervention à domicile. Il y a d'autres solutions qui existent, notamment par l'APF, le service SAVS SAMSA, service d'aide à la vie sociale et service d'aide médico-sociale aux adultes handicapés, qui sont maintenant des interventions à domicile qui sont proposées ça passe par la MDPH. Il faut faire un dossier à la MDPH. Et donc, ça permet quand même de sortir les aphasiques de leur isolement lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les associations. Et il y a donc ergothérapeutes, neuropsychologues, éducateurs qui viennent à domicile. Et chez nous, c'est jusqu'à l'âge de 60 ans. Après, non, on n'a plus droit. Mais ça a fait beaucoup, beaucoup de bien dans notre cas personnel, puisque
ça permet à la personne aphasique de parler, de savoir comment ajuster son environnement, parce qu'on vient à domicile, on vient le voir chez lui. C'est plus difficile d'aller dans un cabinet pour parler à un psy, déjà quand on parle pas bien. Donc, et ça fait quand même une cohésion sur le soin, puisqu'il s'agit quand même d'aider la personne aphasique et ses aidants, justement, à se sortir de la solitude. Voilà. Je voulais dire pour les personnes qui ne connaissent pas ici. Voilà. Mais ça n'existe pas dans tous les départements. Ah bon, en fait. Non. C'est l'APF qui chapeaute ça, oui, normalement. Non. C'est gratuit, surtout, il faut dire, oui. C'est gratuit. Alors, en fait, c'est ça aussi qu'on a fait remonter aux tutelles, l'hétérogénéité, je crois que ça a été souligné aussi, des dispositifs et la non-généralisation de certains qui marchent. Alors, on a... Sur le domicile, par exemple, c'est l'exemple type où il y a un tas de financeurs, de donneurs d'ordre, et qu'en fait, on voit, ne serait-ce que pour l'AVC, par exemple, on a un financement possible sur le Prado AVC par la Sécurité sociale, le plan AVC par le ministère de la Santé, et puis des dispositifs annexes par la CNSA. Et en fait, quand dans les régions, on n'arrive pas à avoir une cohérence ou une cohésion entre les différents financeurs et donneurs d'ordre, et du coup, les patients n'ont droit à aucun dispositif parfois, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place... C'est politique quand même aussi, c'est un petit peu politique. C'est toujours très politique.